Bienvenue dans cette émission du 4 novembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, mardi 5 novembre, se déroule l'élection présidentielle américaine et donc je vais faire un petit point de situation sur ce sujet évidemment un petit peu glissant, et ce d'autant plus que je n'ai pas de compétences ni de politologue, ni d'analyste politique, ni en géopolitique. Par contre, il me reste toujours la ressource de faire de l'ethnographie. Et avec d'emblée une énorme question qui fâche, elle aussi, est-ce que cette élection contient le moindre enjeu ? Et là, il y a deux positions assez radicalement opposées. Ceux qui considèrent que, bien sûr, il y a un camp du bien contre le camp du mal. Donc pour les supporters du camp démocrate, Trump est à peu près paré de tous les pires traits de caractère de l'univers. Pour les défenseurs de la liberté d'expression et les opposants à la dérive globalo-fasciste, c'est plutôt le camp Trump qui est détenteur de la vertu de défendre la liberté. Et donc cette élection a un enjeu majeur. Et puis d'un autre côté, bien des personnes disent « bon, peut-être y a-t-il certains enjeux périphériques, mais au fond, ceux qui détiennent le pouvoir réellement continueront de l'avoir ». Et c'est notamment le point de vue de Larry Fink, le CEO de BlackRock, donc un des principaux fers de lance du globalo-fascisme, et qui vient de rappeler « Je suis fatigué d'entendre qu'il s'agit de l'élection la plus importante de notre vie. La réalité, c'est qu'avec le temps, rien de tout cela n'a d'importance. » Et la question, effectivement, se pose. Est-ce que Trump, Elon Musk et les gens qui les accompagnent sont réellement des rebelles, sont réellement des opposants au projet de gouvernance mondialisée tel qu'il est édifié, effectivement plutôt par des gens du camp opposé, ou bien sont-ils à tout prendre des émanations de ce système avec peut-être un certain nombre de différences, mais rien de très fondamental dans le fond. Et faire par exemple d'Elon Musk, dont les prises de position en faveur de la liberté d'expression et la liberté relative qu'il a restaurée sur X sont des éléments absolument incontestables, mais faire d'Elon Musk, dont le principal client est l'État militaire profond américain qui défend bec et ongle le génocide en cours aux mains d'autorités israéliennes qui trahissent complètement le judaïsme et l'intention première de l'État d'Israël, on peut effectivement avoir quelques doutes. Toutefois, abordons ces différents éléments avec un esprit ouvert, et parmi les signes plutôt encourageants, il y a effectivement ce blanc-seing dont Robert Kennedy Jr., qui, on s'en souviendra, avait décidé de se présenter lui-même en tant que candidat démocrate dans un premier temps, et les démocrates ayant empêché la tenue d'une élection primaire, il s'était résolu à faire une course en tant qu'indépendant pour l'élection à la présidence des États-Unis avant de rallier le camp Trump. Et on connaît Robert Kennedy Jr., qui est un avocat spécialiste des questions d'environnement et de santé, et qui, effectivement, est un militant à la probité et la sincérité absolument indubitable quand il s'agit notamment des conséquences dramatiques pour la santé du peuple américain, mais cela dépasse évidemment les États-Unis, du pouvoir que s'est arrogé Big Pharma et des méthodes mafieuses que cette industrie a mises en œuvre. Kennedy a dit récemment « J'ai reçu l'assurance que je pourrais faire ce que je veux, que j'aurai des responsabilités majeures dans le domaine de la santé et de l'alimentation. » Il faut savoir que la malbouffe est aujourd'hui le premier facteur de dommages sur la santé dans les sociétés industrialisées. Et Vincent Pavant espère que Robert Kennedy Jr. ait les coups des franches, ce d'autant plus qu'il y a un certain nombre de parlementaires, surtout des sénateurs républicains aux États-Unis, qui eux aussi sont très conscients de l'importance de ces enjeux et donnent l'impression d'être prêts à en découdre avec Big Pharma. Donc Robert Kennedy Jr. a partagé publiquement, dès que Donald Trump a commencé à me parler de me donner le pouvoir sur les agences de santé, il m'a demandé de faire 3 choses: éradiquer la corruption et les conflits d'intérêts,
Mettre fin à la mainmise des entreprises qui a transformé le domaine de la santé en un gigantesque secteur lucratif, et puis restaurer la santé en mettant l'accent sur la santé publique plutôt que les aspirations au profit, les ambitions mercantiles des sociétés pharmaceutiques et bon, des autres sociétés impliquées dans diverses industries. Donc, si tant est que Trump soit sincère, qu'il ait vraiment l'intention de donner carte blanche à Robert Kennedy Jr. et que celui-ci ait les moyens étatiques étant à la tête du système de santé américain de faire le ménage, c'est effectivement prometteur. Et ce d'autant plus qu'en catimini, on en a très peu parlé, mais un rapport de la Chambre des représentants vient d'être diffusé sur la propagande mise en œuvre par le ministère de la Santé au sujet du Covid et qui, effectivement, comme le souligne Jay Bhattacharya, le grand épidémiologiste, le rapport en question est dévastateur. L'administration Biden a dépensé près d'1 milliard de dollars pour diffuser auprès du peuple américain des informations fausses sur les injections géniques, les boosters et les masques contre le Covid. Si une société pharmaceutique avait mené une telle campagne, elle aurait été condamnée à une amende telle qu'elle aurait cessé d'exister. Et Jay Bhattacharya a publié un résumé en 23 points de ces éléments. C'est très facile à trouver sur X et on peut traduire ça aisément aujourd'hui avec les applications servant à cela. Évidemment que le docteur Fauci est sur la sellette. Un documentaire vient d'être dévoilé intitulé « Merci Dr Fauci », voilà, qui liste ce que j'ai également décrit dans mes livres, ce que d'autres personnes ont décrit avant moi, c'est-à-dire l'activité purement criminelle de ce type qui est un psychopathe de la pire espèce. Et donc on ne peut que souhaiter que justice se fasse, avec toutefois ce bémol que c'est quand même Donald Trump qui, au printemps 2020, a confirmé Fauci dans ses fonctions, là où un autre médecin conseil épidémiologiste, le Dr Scott Atlas, plaidait pour une approche différente, conforme à la science et beaucoup plus respectueuse des populations. Et on sait que Donald Trump, qui dispose par ailleurs indiscutablement de certaines qualités, mais a quand même un peu de difficulté à se remettre en question. Cela dit, il faut aussi porter à son crédit le fait qu'il a récemment admis dans un certain nombre d'interviews et de discussions ne pas avoir pris la mesure de la corruption lorsqu'il est entré en fonction la première fois, d'avoir appris un certain nombre de choses en cours de route. Et la situation est d'autant plus intéressante qu'il existe des officines qui sont des émanations de l'État profond, qui participent à toute la propagande en ligne, et notamment un centre britannique appelé le Centre de lutte contre la haine en ligne. Bah oui, on invoque toujours ce genre de prétexte lorsqu'on fait un business de haine, et qui avait mis en œuvre une opération pour couler le réseau social Twitter X au moment où Elon Musk en est devenu le propriétaire, et que cette officine a également mis en œuvre des opérations de destruction de réputation contre Robert Kennedy Jr. une fois qu'il s'est rapproché du camp Trump. Donc on voit qu'il y a des lignes de tension qui paraissent authentiques, véridiques, et Robert Kennedy, lui, qui s'est justifié aussi publiquement du fait d'avoir rejoint le camp Trump, alors qu'il provient d'une famille qui a une longue histoire dans le camp démocrate, qu'il était membre du Parti démocrate jusqu'à tout récemment, et il s'est justifié de son ralliement à Trump en disant en substance, voilà, à l'âge que j'ai, si je ne remporte pas cette élection, je suis à peu près sûr de ne jamais avoir les moyens de mettre en œuvre une politique. J'ai parlé avec Donald Trump qui a bien reçu mes idées et se dit sur la même longueur d'onde que moi. Donc c'est peut-être la seule opportunité que j'ai pour essayer de remédier à cette dérive épouvantable qui sévit dans le domaine de la santé. Et il a énoncé effectivement cet aphorisme qui, je crois, résume bien la situation pour tous nos différents pays. Nos pays commenceront à guérir lorsque les gouvernements commenceront à dire la vérité. Et donc, comme le résume Alexis Haupt, vers lequel il vaut toujours la peine de se tourner, on peut être pro ou anti-Trump. Une chose est certaine, s'il gagne et fait venir Robert Kennedy Jr. dans son équipe pour que ce dernier explique à toute la planète ce que seuls très peu de gens ont compris jusqu'à présent concernant le Covid, je prends et je dis merci.
Alors cela dit, évidemment que l'enjeu de la santé est majeur, mais c'est loin d'être le seul. Un autre enjeu fondamental, qui est aussi un cheval de bataille pour le camp Trump et Musk, est celui de la liberté d'expression. Donc actuellement, le camp démocrate sollicite énormément de stars de Hollywood, on va voir dans un instant les ambiguïtés que cela soulève, pour venir affirmer que Kamala Harris et le camp démocrate sont les garants de la liberté d'expression et que si Trump passe, c'en sera fini de la possibilité d'être en désaccord sur des sujets politiques, ce qui est quand même un petit peu étonnant étant donné les années que nous venons de voir passer. Et Jay Bhattacharya, encore lui, réagit à une prise de parole en ce sens de Harrison Ford en disant « c'est faux ». L'administration Biden-Harris a au contraire censuré impitoyablement les discours en ligne qui étaient en contradiction avec les priorités de leur politique au nom du contrôle de la désinformation. Ils ont même été plaidés cela devant la Cour suprême, donc c'est quand même un argument un peu fort de café. Et dans la même veine, Hillary Clinton, elle a carrément dit, de la manière la plus transparente qui soit, que celui qui a des oreilles pour entendre, que son camp allait perdre complètement le contrôle si les réseaux sociaux arrêtaient de censurer le contenu en ligne. Et on sait que c'est une obsession du camp globalo-fasciste. Ursula von der Leyen l'a répété récemment, en qualifiant, mais littéralement, la liberté d'expression de maladie infectieuse qu'il fallait combattre par la censure pour vacciner les gens contre la désinformation. Alors qu'évidemment, elle a été opaque sur toutes les questions importantes de gouvernance et que question désinformation, il n'y a pas eu de plus grand pourvoyeur que le gouvernement américain, nos gouvernements respectifs et l'Union européenne. Alors évidemment que Thierry Breton y est allé également de son petit couplet, en disant qu'en cas de victoire de Donald Trump, il craignait une crise mortifère pour l'Europe. Bon, je crois que l'Europe n'a pas besoin d'une élection de Donald Trump pour être dans une crise extrêmement mortifère, mais évidemment qu'il n'allait pas dire le contraire, étant donné les intérêts qu'il sert. Donc, très important enjeu dans le domaine de la santé, très important enjeu en ce qui a trait à la liberté d'expression, mais également en ce qui a trait, au fond, au moteur et au cœur de l'État profond américain, c'est-à-dire la machine de guerre, le complexe militaro-industriel qui ne peut survivre et garder le pouvoir sur l'entier de la société, aux États-Unis mais à travers le monde, par les allégeances et la colonisation que cet empire a mis en œuvre, qu'à la condition de perpétuer et d'ouvrir en permanence de nouveaux conflits. Et il faut rappeler effectivement que les présidents précédents, les Bush, Obama et Clinton, ont été responsables de 10 guerres illégitimes, 0 inculpation, alors que Donald Trump, lui, n'a jamais déclaré un nouveau conflit. Par contre, il a subi 78 inculpations et on voit un petit peu quelle est la ligne de force en la matière. Alors c'est très intéressant de voir que l'ancien vice-président de George W. Bush, républicain Dick Cheney, qui a été une des ordures, pour parler français, à l'origine du désastre au Moyen-Orient et des accusations fausses de détention d'armes de destruction massive portées contre Saddam Hussein, mais du dégommage de gens comme Saddam Hussein, comme Kadhafi, qui certes n'étaient pas des enfants de cœur, mais qui préservaient un certain équilibre dans leurs pays respectifs, Dick Cheney, dis-je, soutient désormais la campagne de Kamala Harris. Et donc, la droite la plus réactionnaire, la plus fascisante du complexe militaro-industriel soutient le camp démocrate. Et chez Joe Rogan, qui est un blogueur très très écouté aux États-Unis, le candidat à la vice-présidence J.D. Vance lui a dit « mais c'est incroyable qu'on puisse en arriver là » et que le camp démocrate, qui soi-disant n'a cessé de s'opposer aux actions de l'administration Bush-Cheney, l'accueille désormais à bras ouverts en considérant que c'est devenu un bon gars en cours de route. Et en rappelant au passage que cette entreprise militaire a été proprement désastreuse, des millions de personnes sont mortes, 500 000 enfants sont morts dans des conditions épouvantables de dénutrition, mais également de manque de médicaments. L'embargo sur les médicaments contre l'Irak a conduit à la mort de centaines de milliers d'enfants qui n'ont pas pu être soignés des maladies dont ils souffraient alors qu'on avait des médicaments disponibles, dans évidemment des mesures d'un sadisme absolument terrifiant. Et donc voilà, le camp de la guerre se regroupe derrière la candidature de Kamala Harris. Et au micro de Tucker Carlson,
Donald Trump lui-même a fait une déclaration très forte en ce sens, en disant « Mais écoutez, on a bombardé tout le Moyen-Orient, puis on est parti. Qu'avons-nous obtenu? Rien. On a bombardé à mort. On a tué des millions de personnes. Dick Cheney a convaincu Bush d'aller livrer cette guerre. 9 000 milliards de dollars dépensés pour ça, pour tuer des millions de gens, tout détruire, et rien de bon pour notre peuple. » Et de manière intéressante, évoquant la fille de Dick Cheney, Liz Cheney, Donald Trump a dit « Mais voilà, c'est une va-t-en-guerre, elle est elle-même un suppôt du complexe militaro-industriel. Je me demande comment elle réagirait si elle se retrouvait face à un fusil d'assaut ou un canon braqué sur elle. » Et instantanément, la presse, y compris en France, en a profité pour dire que Trump avait menacé Liz Cheney en disant qu'il faudrait la mettre face à un fusil d'assaut. Alors que c'est absolument pas ce qu'il a dit. Donc on voit que la machine à désinformer est tout de suite active, mais elle appartient elle aussi bien sûr au globalo-fascisme et au complexe militaro-industriel. Alors Elon Musk lui rappelle, c'est pourquoi dans sa conviction le réseau qu'il a libéré, enfin en partie, est l'avenir, parce que le journalisme citoyen peut s'y exprimer, par le peuple, pour le peuple. Il rappelle bien sûr, l'aurais-je assez fait de mon côté, que les médias traditionnels sont contrôlés par une poignée de rédacteurs en chef qui décident, au service de ceux dont ils sont les esclaves, ou en tout cas les serviteurs, mais sur X, il est vrai que nous avons la possibilité d'entendre de véritables experts dans leurs domaines respectifs, et les illustrations pleuvent. Alors, par exemple, Emmanuel Todd ne cesse de dire que l'émancipation de la tutelle américaine est la condition de survie de l'Europe. Et la défaite de l'Ukraine est la condition de survie de l'Europe. Charles Gave, qui a quelques entrées dans les médias mainstream, mais plus beaucoup, surtout sur les médias indépendants, lui exprime de manière très claire, les USA sont tombés sous la coupe de criminels avec la mafia Clinton-Obama, il faut se débarrasser d'eux, c'est tout, et Todd ne dit pas autre chose en soulignant que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Sur TV Liberté, qu'il faut mentionner aussi, Caroline Galacteros, très grande analyste en géopolitique, nomme aussi ce que tous les médias mainstream occultent et empêchent la population de voir en face, qui est le fait que l'Europe a perdu la raison. Nous sommes dirigés par des suicidaires en plein délire narcissique qui croient pouvoir dominer les peuples et le monde entier par la haine, la violence et la bêtise. Je recommande évidemment aussi les analyses de Lucien Cerise, très bon analyste des opérations d'ingénierie sociale, et qui souligne que les démocrates américains sont les maîtres de la manipulation. Nous vivons dans l'empire du mensonge, et évidemment que toute la propagande vise à nous faire croire que l'ennemi est la Russie, mais nos véritables ennemis sont partout, sauf en Russie. Alors, le projet de Donald Trump et Elon Musk et tous ceux qui les entourent va très loin parce qu'il s'agit aussi de créer un département sur l'efficacité du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a là-bas, comme ici, une pléthore d'agences dont la finalité est devenue le contrôle de la population, mais aussi, excusez mon français, l'emmerdement de la population. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette caste que Paul-Antoine Martin appelle les seigneurs, mais on pourrait les appeler les seigneurs SAIGN, qui en fait sont des parasites qui vivent sur le dos de la collectivité, qui ne cessent de compliquer de plus en plus la vie en rendant difficile la production de richesses, et qui eux-mêmes, ne cessant de tout saccager et de s'enrichir au passage, n'ont jamais le moindre compte à rendre. Et donc, l'équipe qui a ces intentions en tête dit qu'on pourrait sauver littéralement des centaines de milliards de dollars, peut-être même des milliers de milliards de dollars d'année en année, en coupant les dépenses inutiles. Et on sait qu'en France, c'est une véritable question souvent posée par Charles Gave, mais où est passé le pognon? Il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui se sont volatilisés, qui ont disparu, dont on ne trouve plus trace dans les comptes de l'État, mais dont on sait qu'ils ont été volatilisés quelque part. Et donc, il est effectivement urgent de revenir à un système où les citoyens, par le fruit de leur travail honnête, peuvent vivre décemment,
mais arrêter ce système de prédation verticale, d'aspiration des fonds vers les poches des plus riches. Alors le vent tourne, et même Jeff Bezos, qui est à la tête du Washington Post, a participé à la censure de la manière la plus épouvantable, maintenant commence à dire qu'il est vraiment important de restaurer la vérité au sein du journalisme. Il essaye de montrer patte blanche, mais enfin, il y en aura quand même un certain nombre, et pas des moindres, qui auront un certain nombre de choses à se faire pardonner. Et puis toujours cette inversion accusatoire et ces manipulations perverses, comme Obama qui, le 22 octobre, a dit « Ah mais vraiment, je comprends pas comment le débat politique a pu devenir aussi toxique, pourquoi nous sommes tellement divisés et amers en tant que nation ?» Et 24 heures plus tard, Kamala Harris, la marionnette qu'il a mis dans la position qu'elle occupe et qui est candidate pour le camp démocrate, a comparé littéralement Trump à Hitler en disant s'il est élu, il fera usage de la force militaire pour tuer les citoyens américains qui ne seront pas d'accord avec lui. Donc là, on est dans une double contrainte et une inversion accusatoire absolument splendide, mais il faut bien observer que tout l'écosystème médiatique, effectivement, a embouché ses trompettes. En France, un soi-disant philosophe sur une chaîne de télévision publique a décrit Trump comme étant la menace fasciste. Il a répété « Donald Trump et Hitler, un philosophe ». Et puis vous voyez, c'est international, Der Spiegel, grand journal allemand, qui lui dit de Musk, c'est l'ennemi numéro 2. L'ennemi numéro 1, c'est Trump, l'ennemi numéro 2, c'est Musk. Et puis on ressort bien sûr toutes sortes d'affaires où on porte toutes sortes d'accusations, là encore, passablement grotesques lorsqu'on les met à plat. Ainsi, il vient de sortir, out of the blue, disent les Américains, hors du bleu, une affirmation au conditionnel, bien sûr, du Parisien, qui appartient à Bernard Arnault. Jeffrey Epstein se serait confié sur sa relation avec Donald Trump pendant 100 d'heures d'enregistrement. Tiens, des enregistrements sortant de nulle part, dont on n'était pas informé, dont on ne sait même pas si elles existent. Par contre, pendant ce temps-là, tous les enregistrements sur vidéo de viol de mineurs dans les différentes demeures de Jeffrey Epstein et auxquels participait notamment le camp démocrate Bill Clinton en tête, ça, on n'en parle pas. Puis Jennifer Lopez, oh my God, est venue, larmoyante, dire à quel point il était essentiel de voter pour Kamala Harris. Et rappelons que Jennifer Lopez était une des principales complices de P. Diddy, donc le gigantesque pédocriminel hollywoodien qui lui aussi a livré des milliers de mineurs à des viols collectifs en enregistrant sur bande vidéo ses crimes, qui vient d'être coffré. Et donc Jennifer Lopez vient sur les chaînes de télévision dire à quel point il est essentiel de voter pour Kamala Harris. Mais c'est juste complètement sidérant. Alors, si le sujet vous intéresse, parce que effectivement les ramifications sont longues et profondes, je vous réfère évidemment à l'excellent travail de Idriss Aberkan et notamment cette émission diffusée il y a une quinzaine de jours avec deux invités de marque, le journaliste d'investigation Alex Jordanov et le criminologue Xavier Roffer. L'affaire P. Diddy est bien pire qu'on ne le pensait, oui, mais surtout, elle mouille de manière massive le camp démocrate, puisque Michelle et Barack Obama étaient des habitués, eux aussi, des soirées de P. Diddy, et qu'ils étaient un peu comme cul et chemise. Et puis faut-il rappeler, alors que Hillary Clinton appelle à la censure, que dans les dossiers révélés de l'affaire Epstein, on a le témoignage d'une témoin de ce qui se passait sur l'île. Rappelons que Jeffrey Epstein a été invité 17 fois à la Maison Blanche sous la présidence Clinton, alors que des chefs d'État importants n'arrivent pas à accéder au bureau ovale. Et donc, ce témoignage d'une témoin disait Clinton les aimait particulièrement jeunes, en parlant des jeunes filles. Et quand on sait que les jeunes filles se sont fait violer dès l'âge de 12 ans et probablement 8 ans, quand les témoins disent que Bill Clinton les aimait très jeunes, on ne parlait pas de personnes âgées de 17.
Alors voilà, on ressort des pseudo-affaires contre Trump, comme une mannequin qui, soudain, là encore, l'accuse de l'avoir agressé sexuellement en 93 dans la Trump Tower sur invitation de Epstein. Effectivement, quel curieux timing, 31 ans après les soi-disant fêtes, 11 jours avant les élections, après 3 tentatives d'assassinat, eh bien, on cherche à mouiller Trump avec Epstein. Et le Parisien, bien sûr, est aux premières lignes pour cela. Alors, ce qui est toujours intéressant dans ce genre de cas, c'est d'aller voir les commentaires que laissent les internautes en dessous de publications comme celle-là. Vous voyez ? Et toujours rien sur Epstein, Puff Daddy et Abercrombie. Purée, c'est médiocre. Ce n'est qu'en 96 que Epstein s'est rendu à la Trump Tower, et non en 93, comme l'affirme cette mannequin qui en réalité est une employée d'Obama. Le camp du bien en mode panique, et puis un aviateur dévoué à la cause de la destitution de Macron souligne lui aussi que les propagandistes relayent toutes les fake news qui passent, elles travaillent pour Obama. Donc voilà, la réalité, mais obvie, qui crève les yeux. Il faut être complètement crétinisé pour ne pas le voir. Ainsi que le résume Béatrice Rosen, c'est que la couverture médiatique en France de la campagne américaine est une caricature absolue, une insulte à l'intelligence des gens, comme l'ont été toutes les couvertures des crises précédentes. Après, les médias vont se plaindre que les gens ne leur font plus confiance et vont sur les réseaux sociaux pour s'informer, tout en disant à quel point les réseaux sociaux sont mal famés et que la désinformation y sévit. Ne cherchez plus, vous êtes des propagandistes, et ça se voit. Et cela ratisse tout l'échiquier soi-disant politique. Le Figaro insulte, racisme, crucifie, le meeting de Trump à New York fait polémique. Vous n'avez pas marre, demande Philippe Herlin, Le Figaro, d'être un torchon anti-Trump systématique? Jamais d'article pour essayer de comprendre, non que du bullshit de gauchistes, honte à vous. Libération ne vaut pas mieux. Un retour au pouvoir de Trump, très plausible au vu des différents sondages qui le donnent au coude à coude avec son adversaire Kamala Harris, pourrait tout simplement annoncer la fin de la démocratie dans le pays. Ah oui. En France, par contre, il n'y a pas eu de fin de la démocratie, et Libération n'y a pas participé. On sait à quel point Charlie, misère, malheur, est devenu lui aussi un propagandiste du globalo-fasciste. Donc le dessin du jour, Trump qui dit « Make Russia Great Again », et Amélie Ismaili, remarquable journaliste indépendante dont il faut suivre le travail, nous rappelle que ça, c'est une caricature du bon complotisme. C'est-à-dire que ce que fait Charlie là, c'est du complotisme. C'est imaginer des complots qui n'existent pas pour trouver une raison aux choses. Mais ça, évidemment, que c'est autorisé et même encouragé. Alors, le journal du dimanche dit les choses d'une manière que Yves Pozzo di Borgo trouve relativement ironique. Présidentielle américaine, la presse française en croisade contre Donald Trump. Sans blague. Et évidemment que ça utilise tous les artifices de l'exercice. Par exemple, LCI, Trump veut donner à l'anti-vax Robert Kennedy un rôle important dans la santé. Je rappelle que Robert Kennedy Jr. veut que les données sur les vaccins soient communiquées de manière transparente pour que la population soit informée de la réalité des coûts et bénéfices. Mais ça, évidemment, fait de lui inévitablement un anti-vax. Puis on a même eu un ancien général français venir raconter, sans rire, que Trump était un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. Ben oui, dans le monde des complotistes, les choses sont simples. C'est un agent, il est sous contrôle depuis 4 ans, ce qu'il fait, il est téléguidé. Bon, il se trouve que le Yakovlev en question a fait toute sa carrière à l'OTAN, il a un nom russe, d'où sans doute son aversion maladive contre Poutine relève un observateur, mais il n'est ni russe ni français, c'est tout simplement un larbin américain. Donc on nous sert la partition éculé. On sait que ça a été une magouille des démocrates pendant toute la première présidence de Trump sur la base d'allégations complètement fausses, d'une connivence, voire une complicité entre Trump et Poutine. On nous raconte que l'économie allemande tremble à l'idée d'un retour de Trump. Depuis que Biden a fait exploser les gazoducs Nord Stream, je crois que l'économie allemande tremble déjà passablement.
Et puis l'Europe retient son souffle à 2 jours de l'élection américaine, parce que bien sûr, une victoire de Donald Trump, toujours selon le Parisien, selon Bernard Arnault, aurait des conséquences terribles sur le vieux continent, juge la plupart des chancelleries. Seule l'extrême droite soutient le républicain. Bah oui, bien sûr. Trump ou le risque d'extinction d'une démocratie, bon ça on l'a déjà entendu. Le rêve du TGB est devenu réalité, comment la Russie influence la droite de Donald Trump. Et puis, bien sûr, dans sa neutralité légendaire, souligne un observateur facétieux, le Parisien ne présente que des personnes pro-Harris. Allez lire, Trump n'aurait aucun électeur, donc on nous présente LeBron James qui appelle à voter Kamala Harris et on explique pourquoi il fait ce choix. Alors, le parti pris des médias est absolument obvi, une nouvelle fois, ça crève les yeux, et quand on analyse cela de manière un petit peu attentive, on voit que la couverture des médias mainstream américains au sujet de la campagne présidentielle de Kamala Harris est à 84% positive et à 89% négative en ce qui concerne Donald Trump. Alors Juan Branco, qui répond à un commentateur, mais au sujet de Xavier Niel, livre évidemment une clé fondamentale. Ce qu'il faut bien comprendre que ces oligarques qui aujourd'hui détiennent les médias sont des gens qui ont été cooptés par l'État profond, qui leur a donné des avantages indus pour qu'ils puissent faire fortune et devenir propriétaires des grands médias. Alors voilà comment l'explique de manière succincte mais très pertinente Juan Branco. L'État, c'est-à-dire nous, a offert par exemple à Xavier Niel une licence téléphonique dans un marché fermé, en lui offrant en plus la possibilité de pomper les infrastructures des autres. En d'autres termes, la garantie d'engranger des centaines de millions d'euros année après année. La fortune engrangée par cet homme et de ses acolytes comme Bernard Arnault a été mobilisée afin de faire élire Emmanuel Macron, qui a dévasté notre pays, mais offert à ces derniers une protection politique qui a permis à leur fortune de fructifier. Un simple service public, unique, de téléphonie, comme il en a existé dans ce pays pendant près d'un siècle, nous aurait permis d'avoir accès à ces services à bas prix, sans corruption, sans marge privée. Et c'est pour cela que cette solution a été abandonnée. En d'autres termes, Niel est milliardaire grâce à nous. Et c'est grâce à lui et aux siens que notre pays va comme il va. Mais devinez quoi? Ces individus ont eu l'intelligence de comprendre que leur escroquerie risquait de se payer. Ils ont donc acheté les organes de presse et de communication que vous lisez et qui vous amènent à penser qu'ils font tout cela pour vous aider. Vous n'y croyez pas, lisez Crépuscule, l'excellent livre de Juan Branco qui décrit exactement la dynamique de cette oligarchie criminelle et prédatrice, vous verrez. Bernard Arnault, c'est la même chose, il s'est fait offrir Christian Dior pour 1 euro symbolique, en échange d'une garantie de protection sociale des employés qu'il s'est empressé de trahir. Et depuis, il a fait fortune. Alors sans doute qu'en tant que bon prédateur global, il est très doué pour faire un maximum de pognon. Laissons-lui peut-être cela, mais toujours est-il qu'il s'est fait offrir. Moi, offrez-moi Dior pour 1 euro. Je vous promets que, aussi limité sois-je dans mes compétences de management, a priori, en m'entourant bien, je saurais faire fructifier le magot. Donc on est face vraiment à une caste de gens sans foi ni loi, qui sont des mafieux et des véreux de la pire espèce, et qui organisent tout le champ tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment qu'à force de s'enfoncer, de se vautrer dans l'outrance, les médias en question achèvent de se décrédibiliser, et je rejoins Elon Musk dans son appréciation pour souligner que les médias traditionnels sont morts. Ils sont d'ores et déjà morts, il n'y a plus que les idiots finis qui se tournent vers les médias traditionnels pour comprendre le monde. Ça n'est plus une source d'information, la vraie source d'information, elle est ailleurs, et donc voilà, ils achèvent de faire naufrage. Évidemment que plus leur position est difficile, plus la cause devient désespérée. Par exemple, le co-modérateur, le co-responsable de l'équipe de transition de Trump a donné une interview sur CNN il y a quelques jours qui était délectable. Il a notamment rapporté une conversation qu'il a eue avec Robert Kennedy Jr. et la journaliste a cru tenir un filon en disant « Mais vous savez qu'il est connu pour avoir répandu de la désinformation sur la crise Covid, vous savez que c'est un anti-vax. » Mais en l'occurrence, ce membre du camp républicain, Howard Lutnick, est resté droit dans ses baskets en buvant du petit lait,
en disant « Mais attendez, la seule chose que dit Robert Kennedy Jr., c'est qu'il veut un libre choix pour les parents, mais en questionnant l'impunité absolue dont disposent les fabricants de vaccins, qui n'est pas normale. Si ils mettent sur le marché, en cachant des données importantes, des produits défectueux qui vont endommager la santé, voire prendre la vie à un certain nombre de personnes, il est absolument inacceptable qu'ils soient couverts par une protection juridique totale. Et l'autre chose que demande Robert Kennedy Jr., c'est que toutes les données accumulées solides sur la réalité des coûts et bénéfices des vaccins soient rendues publiques. Donc vous avez beau le traiter d'anti-vax, ce que lui propose est plus que raisonnable. Et vous voyez, dès qu'on est dans un tel différentiel d'argumentaire, tellement il est évident que brandir des insultes et des étiquettes ne vaut pas argument intelligent, eh bien évidemment que malgré tout, le vent a changé et le combat a changé d'âme. Et aujourd'hui, ça va effectivement très très loin. Ils sont en train, l'État profond, les officines qui luttent contre vos libertés, nettoient Internet pour qu'on ne trouve plus trace d'un ensemble de choses, de multiples manières. On le voit sur des moteurs de recherche comme Google, mais on le voit également, par exemple, saviez-vous que Ghislaine Maxwell, l'âme damnée de Jeffrey Epstein, a donné une conférence TED il y a un certain nombre d'années sur la cause des océans? Eh bien non, vous ne serez probablement pas au courant parce que ça a été complètement effacé d'Internet. Par contre, on peut quand même aller retrouver des choses, Dieu merci, encore à certains endroits. Donc, l'auteur de cette publication dit « mais republiez, mais attention, pas sur YouTube. Sinon, votre chaîne va être fermée instantanément. » Vous voyez? Parce que c'est du matériau très très sensible. Et on sait toutes les manières dont ils s'y prennent. Je suis loin d'être le seul à subir cela, mais j'ai eu par exemple récemment le témoignage d'une abonnée sur ma chaîne YouTube qui me dit qu'elle est abonnée à ma chaîne depuis mes débuts, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne recevait plus les vidéos. Eh bien, elle a été désabonnée par YouTube, bien sûr. Toutes ces stratégies d'invisibilisation, de shadow banning, nous sommes nombreux à les subir. Alors, il faut également laisser à Trump un sens très profond des gens. C'est un as de la communication politique, mais au-delà d'une habileté procédurale, je crois qu'il y a vraiment un sens de la population. Il ne faut pas oublier que le père de Donald Trump était déjà un magnat de l'immobilier et que dès son enfance, Donald Trump l'a accompagné sur des chantiers et a appris à interagir avec les artisans et les ouvriers de la construction. Et c'est quelqu'un qui a réellement un sens humain. Et on l'a vu de multiples manières. Par exemple, Kamala Harris a posté une photo d'elle en uniforme d'employée de chez McDonald's, l'enseigne de burgers pas très bonne pour la santé, bien connue. Le seul problème, c'est que c'est une photo qui avait été photoshopée, c'est un montage. En fait, elle n'a jamais travaillé pour McDonald's, et donc, immédiatement, Trump a été servir des frites. Enfin, c'était une mise en scène. Hein. Le McDonald's était fermé. On a fait venir non pas des faux clients, mais des figurants qui jouaient aux clients. Et Trump a salé les frites, livré les repas, serré les mains des gens, avec un plaisir évident. Et ce qui est très intéressant en tant qu'ethnologue dans ce genre de mise en scène, c'est qu'elles sont crédibles. Vous mettriez Macron ou Sarkozy ou Hollande dans une situation pareille, ça aurait instantanément l'air grotesque, alors qu'avec Donald Trump, il y a quelque chose de crédible et même d'authentique. Alors les dérapages du camp démocrate sont allés dans toutes sortes de directions et cela n'aura pas été l'un des moindres que le moment où Joe Biden, interviewé par webcam, a qualifié les électeurs de Trump de garbage, ce qui veut dire poubelle, ordure si vous voulez. Mais ordure en français a un sens un peu différent. Il veut dire voilà, que l'électorat de Trump, c'était du niveau des poubelles. Ce qui quand même devrait un petit peu questionner sur un espèce de civisme élémentaire. Alors instantanément, la machine a embrayé pour corriger l'impact d'une parole aussi désastreuse. Donc, le camp Biden a dit qu'il n'avait pas dit ça, les médias ont commencé à réarranger la narration de ce qui s'était passé, on a cherché à effacer un certain nombre de choses d'Internet, mais Trump, lui, a rebondi de la manière
qui lui est coutumière, c'est-à-dire qu'il est monté avec un gilet d'éboueur dans un camion poubelle et qu'il a même donné tout un meeting avec ce vêtement professionnel. Et là, évidemment que l'Amérique profonde, l'Amérique qui n'est pas celle des élites dégénérées au pouvoir, elle adore, parce qu'elle a l'impression d'avoir quelqu'un qui est capable de les comprendre et de comprendre les difficultés auxquelles ils font face dans la vie de tous les jours. Le contre-exemple absolu de ce que je décris ici, c'est la situation en France actuellement. Voilà, donc la campagne est partie dans toutes sortes de directions, avec de surcroît récemment l'intrusion d'un écureuil et d'un raton laveur à travers cette situation, mais elle aussi intéressante à analyser, d'un New-Yorkais qui avait recueilli un écureuil et un raton laveur malades ou blessés, qu'il avait apprivoisés, avec lesquels il vivait tranquillement chez lui. Et voilà que l'administration de l'État de New York a décidé de séquestrer les animaux et de les euthanasier. Alors, ce type a lancé une pétition en ligne, beaucoup de personnes se sont exprimées, mais rien n'y a fait. Les fonctionnaires ont décidé que les animaux devaient être mis à mort, ce qui a soulevé une certaine émotion dans le pays. Alors évidemment, on pourrait considérer cet épisode comme étant totalement anecdotique, et il l'est bien sûr à certains égards, à cela près que, d'une part, il y a une véritable sensibilité par rapport à la cause animale, et donc il y a des remous, si vous voulez, qui sont naturels, étant donné l'éthos collective actuellement, mais surtout, il y a également le reflet, en tout cas j'imagine que c'est aussi un des sens de l'exploitation politique de cet incident, il y a un enjeu entre un camp démocrate qui représente vraiment cette logique d'État telle qu'elle s'est développée de manière boursouflée, où finalement l'État a vocation à s'inviter chez vous dans tous les domaines de vos vies et de mettre en œuvre des législations et des réglementations fussent-elles étriquées, inhumaines, rigides, stupides, parce qu'ils ont le droit de leur côté. Et on voit là la ligne de force entre un camp républicain qui aujourd'hui apparaît plus comme presque libertaire, c'est-à-dire qui veut réduire cette intrusion systématique de l'État, surveillant nos paroles, nos gestes et interférant avec nos modes de vie, dans un repère qui est plus celui du libéralisme au départ, qui est qu'a priori, sauf si cela pose problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, toujours est-il que cette affaire a suscité pas mal d'émoi, a été également récupérée par la créativité collective et sans aucun doute des communicants politiques du côté de Trump. Mais Momochi souligne quelque chose d'intéressant, c'est que le type à l'écureuil, pour l'appeler comme ça, a un compte OnlyFans. OnlyFans, vous savez, c'est cette plateforme de commercialisation de contenu pornographique fait à la maison, où des influenceurs peuvent se filmer dans leurs ébats intimes et réserver l'accès aux photos et vidéos pornographiques correspondantes aux gens qui acceptent de débourser un certain prix par mois. Et donc ce brave homme qui, de manière héroïque, avait recueilli un malheureux écureuil, s'avère en fait être un acteur porno amateur, ce qui pose quand même, d'après Momochi, la question de la psyope. Alors c'est pas obligé. Peut-être qu'il était de bonne foi par rapport à l'écureuil. Enfin, c'est vrai que par rapport à tout ce genre de péripéties communicationnelles, il importe malgré tout de garder un petit sens critique. Cela dit, il y a évidemment une ligne de force entre un côté plus libéral-libertaire et un côté plus de contrôle massif. Il y a également une relation à la vie. Et là, on voit bien aujourd'hui la promotion, notamment parmi les élites, ici vous voyez Time Magazine, qui fait l'éloge d'un mode de vie sans enfants. Avoir la meilleure vie possible, cela passe éventuellement par le fait de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi s'encombrer d'enfants? Et cela rejoint éventuellement un certain agenda de dépopulation. Alors que dans le camp démocrate, et notamment lors de la convention, qui a confirmé Kamala Harris comme candidate officielle du parti à l'élection présidentielle, il y avait des bus stationnés à l'extérieur du centre de convention qui offraient des avortements gratuits aux femmes ayant envie de se faire avorter. Alors, la question de l'avortement est une question extrêmement complexe, mais toujours est-il que là encore, tout parle
et faire en sorte que la principale ressource disponible juste de l'autre côté de la porte du Congrès, de la Convention démocrate, soit des bus dans lesquels il est possible de se faire avorter, signifie quelque chose et parle dans l'espace public. Alors, plane encore la question de la fraude. On sait que les élections de 2020, qu'on le veuille ou non, ont été entachées d'un certain nombre de choses problématiques dont on peine à mesurer, étant donné qu'il n'y a pas eu d'enquête diligente, exhaustive et honnête, l'étendue, mais qu'il y a un ensemble de problèmes qui se posent. Le camp Trump et Trump lui-même ont déjà dit qu'ils avaient pris des précautions, mais notamment eu égard au fait que dans un certain nombre d'États, il n'est pas nécessaire de justifier de son identité pour voter. Vous n'avez pas à avoir une carte d'identité ou une carte d'électeur, il suffit que vous vous pointiez dans l'isoloir le jour même et vous pouvez voter, quel que soit votre statut, quelle que soit votre origine, ce qui est quand même un peu particulier comme système. Il y a un débat à l'intérieur des États à ce sujet. Et puis, comme le relève David Land chez Clémence Soudiakova sur Tocsin Média, dans 2 États américains, il a même été interdit d'observer le dépouillement. Alors la Cour suprême est intervenue en demandant que les élections soient équitables et notamment en demandant à l'État de Virginie de ne pas conserver des gens qui ne sont pas des citoyens américains sur les listes de vote. Et puis, de manière très inopinée, pendant le Grand Prix de Formule 1 du Mexique le 27 octobre dernier, donc il y a quelques jours, les résultats de l'élection sont apparus à l'écran, donnant Kamala Harris vainqueur. Donc, quand même, ça soulève un certain nombre d'interrogations et il risque d'y avoir des controverses, qu'elles soient fondées ou non, mais étant donné les différents motifs de contestation possibles, on peut penser qu'il y a malgré tout un certain nombre de ces motifs qui sont légitimes. Cela dit, à 2 jours du scrutin, Donald Trump semble être en tête dans tous les États clés, vous savez ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire ces États qui peuvent faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Il y a des États qui traditionnellement sont acquis à un camp ou à un autre, et ça se joue dans quelques États plus indécis qui tantôt votent d'un côté et tantôt votent de l'autre. Et en tout cas, les meilleurs instituts de sondage, ceux qui avaient produit les estimations les plus proches du réel lors de l'élection précédente, donnent Trump majoritairement vainqueur. Et même le New York Times, qui a traité les électeurs de Trump de nazis, qui n'a cessé de sous-estimer les intentions de vote dans les sondages précédents en faveur de Trump, semble reconnaître que le momentum est en faveur du candidat républicain, ce qui est confirmé par des focus groups. Focus groups, c'est un dispositif de recherche qualitative en sciences sociales, humaines et politiques extrêmement intéressant parce que ça permet d'aller plus loin que les statistiques qui, même si elles sont bien faites, gardent une marge d'erreur importante pour un ensemble de raisons. Il se trouve que je connais bien la démarche qualitative et les focus groups. Et donc ceux organisés par le New York Times ont également indiqué une tendance gagnante pour le camp Trump. Alors pour revenir à notre interrogation de départ, est-ce que ce sera vraiment une élection présidentielle avec un très fort enjeu national et international? Il y a quand même un ensemble d'indices qui le soulignent. En même temps, il est vrai que le jeu reste extrêmement verrouillé. Il n'est pas dit que Robert Kennedy Jr., Donald Trump, Elon Musk fussent-ils pleinement sincères et les moyens de faire réellement avancer les choses. Cela dépendra également du rapport de force au sein du Sénat et de la Chambre des représentants. Mais on sait que précédemment, sur un ensemble de sujets comme le soutien illimité à l'Ukraine, les démocrates et les républicains se rejoignent très facilement. Donc l'infiltration, l'influence des lobbies à Washington est telle que malgré tout, on peine à se sentir si plein d'espoir que cela. Cela dit, il est bien possible qu'une partie importante de l'avenir immédiat se joue dans cette élection. C'est évident aussi qu'en Europe, la situation est totalement verrouillée parce que les autorités et les médias ont réussi à chloroformer la population, et ça fait longtemps qu'on pressent que s'il y a une impulsion favorisant la destruction et la chute de ce projet d'empire mondial, cela viendra probablement des États-Unis,
Est-ce que ça sera déjà à cette occasion ou est-ce qu'il faudra être un petit peu plus patient? Nous verrons au cours des semaines et des mois qui viennent. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission. Si vous avez apprécié celle-ci et avez envie de soutenir nos efforts, je vous rappelle qu'il est possible de souscrire un abonnement à partir de 1 € par mois, faire une donation du montant libre de votre choix, et si vous vous abonnez ou faites une donation, vous avez accès désormais à un réseau social réservé aux abonnés et donateurs de cette chaîne, où nous pouvons échanger en bonne intelligence, dans un climat respectueux et ouvert, à l'abri un peu des scories qui circulent actuellement sur les différents réseaux sociaux. Si vous avez envie de rejoindre cet espace et de nous soutenir, soyez les bienvenus. Et puis, je vous donne de toute manière rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine émission.